Nous participons au festival Quartier du Livre de Florence Berthoud dans le 5e arrondissement, un festival qui est consacré au livre, évidemment, au livre et à la lecture, et RCJ se devait de participer à cet événement. Et nous avons pensé mettre les dames à table, puisqu'il s'agit d'une émission autour du polar, mais pas que du polar, de la gastronomie dans le roman policier. Avec nous, Michèle Barrière. Michèle Barrière, bonjour. Bonjour. Madame, vous avez écrit de très nombreux romans où la gastronomie tient une place absolument centrale. Vous êtes une historienne de la gastronomie. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. On le dit. Une historienne de la gastronomie et autour d'une intrigue policière. Donc, eh bien, on va découvrir grâce à vous un certain nombre de recettes, un certain nombre on va plonger dans des époques et vous allez nous ouvrir les cuisines de ces époques, les tables de ces époques, les potagers de ces époques, et nous allons ensemble pouvoir les découvrir avec vous. Nous allons parler plus particulièrement de deux de vos ouvrages, Meurtre au potager du roi et Nature morte au Vatican, mais un dernier ouvrage vient juste de sortir qui se passe dans un bateau, Mort à bord. Oui. On est en 1936. Ça se passe dans le Normandie ou sur le Normandie. Sur Normandie, oui. Et du Havre à New York, il va se passer, ma foi, beaucoup de choses. 1936, évidemment, les congés payés, etc. Donc tout cela va être dans ce nouveau roman. Peut-être que vous nous en direz des petites bribes. Et c'est sorti, c'est assez rare pour que ce soit signalé, au livre de poche inédit. Avec nous également Anne Martinetti. Anne Martinetti, bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous entraîner dans le monde d'Agatha Christie. Qui ne connaît pas Agatha Christie? C'est, je crois, un des auteurs les plus vendus jusqu'à aujourd'hui de romans policiers. Tout à fait, c'est le plus vendu, et puis c'est le nom qui vient en premier à l'esprit, juste avant Maud Tabachnik et Michèle Barrière, dans les auteurs les plus lus au monde. Juste après, ça dépend comment... Alors, Agatha Christie, c'est aussi une époque, c'est aussi un monde. La cuisine tient une place aussi importante que ça dans le roman d'Agatha Christie? Alors c'était une gourmande, elle raconte dans ses mémoires des repas pantagruéliques lors des Noëls anglais, et puis elle se sert dans 2/3 des romans à peu près de très très bonnes choses pour empoisonner les victimes. Maud Tabachnik est également avec nous. Nous allons ensemble parler de son dernier roman paru dans la collection Magie Noire chez Deboré, L'impossible définition du mal. Et une fois de plus, Maud Tabachnik, vous nous avez fait du mal. Hein. Ça, je ne sais pas si on n'a pas la définition, mais pour le reste, on a tout. Hein. C'est-à-dire que je parle aussi de cuisine. Oui, on peut dire comme ça. On peut dire comme ça. Et lorsque Maud Tabachnik parle de cuisine, il s'agit de cannibalisme. Donc voilà, comment dire, on n'est plus dans de la cuisine cachère ou pas cachère. Là, on est hors norme. On est encore dans autre chose. Est-ce qu'on peut parler de gastronomie? Peut-être pas. Non, de gourmandise, moi, je dirais. De gourmandise. De gourmandise. Alors, d'ores et déjà, vous allez peut-être entendre un certain nombre de bruits, des voitures notamment qui passent. Nous sommes en mairie du 5e arrondissement où cette émission est enregistrée. Et donc, eh bien, le bruit que vous pouvez entendre, c'est le public ou bien les bruits de voitures. Michèle Barnier, qu'est-ce que Barrière. Barrière. Qu'est-ce que c'est qu'une historienne de la gastronomie? C'est une espèce un peu nouvelle, qui n'existe que depuis une 40aine d'années. Donc à l'initiative de Jean-Louis Flandrin, qui était professeur d'université et qui a en quelque sorte créé la discipline, parce qu'avant on s'intéressait à la cuisine de manière un petit peu détournée, c'est-à-dire pendant les famines, voir combien de gens étaient morts. Donc ça donne tout de même pas très, très, très envie. Et c'est lui le premier qui est allé regarder ce qu'il y avait dans les assiettes. Qui est allé regarder les livres de cuisine anciens. Et alors auparavant, il a commencé à être un spécialiste de l'histoire, l'histoire de l'amour, l'histoire du sexe, et on le sait très bien, du lit à la table, de la table au lit, voilà. Et donc il a fini vraiment en tant qu'historien de l'alimentation. Et cette discipline là, actuellement.
il y a de nombreux chercheurs dans le monde entier qui justement cherchent sur les cuisines anciennes et qui font des thèses et qui font des trucs et qui trouvent des choses absolument passionnantes. Donc c'est une discipline universitaire. Est-ce que les plats évidemment ont changé, les légumes évidemment ont changé, ça n'est plus du tout la même façon d'appréhender la chose. Alors comment est-ce que par exemple vous pouvez donner des recettes alors que finalement tout est différent? Donner des recettes parce que les livres de cuisine existaient, tout simplement. Depuis l'Antiquité, on a des livres de cuisine. Et vous les avez essayés? Mais bien sûr. Évidemment. Très très bon. Ah Et oui. Vous voyez, hein, elle m'a donné à goûter dans un salon, je me suis régalée, je sais pas ce que c'était, j'ai pas voulu savoir. Mais Si, terrine de poulet aux herbes vertes de Michel Barrière, c'est un souvenir mémorable. Oui, enfin, oui, c'est ça. Oui, c'est la salade de poulet de François Massialo, une recette de 1702, qui est absolument exceptionnelle. Et donc là, j'ai 2 témoins qui peuvent vraiment dire. Voilà. Mais donc, si vous voulez, dans les livres de cuisine anciens, la manière dont les choses sont écrites serait à peu près incompréhensible pour... aujourd'hui, si vous voulez, on met toujours pour 4 personnes, tatati, tatata. Là, non, comme les lecteurs étaient des cuisiniers, ils savaient comment faire. Donc, il n'y a jamais les proportions. Bien entendu, il n'y a pas des temps de cuisson, puisqu'on faisait à la braise, à la cheminée, etc. Donc, moi, je m'applique à refaire les recettes, à les reconstituer. D'abord, pour m'assurer que c'est bon, que mes lecteurs ne vont pas ensuite m'envoyer le livre à la figure. Et vous en avez beaucoup de lecteurs. Donc ça ferait beaucoup de livres à la figure. Exactement. Puis j'aime bien leur faire plaisir. Donc, Tu n'as pas de micro-ondes alors chez toi? Ah non. À la braise. Uniquement un feu de cheminée. Voilà. Comment on fait? Mais ma poulette. Pour Picard, comment on fait? Ah bah oui, en plus j'ai un Picard juste en bas de chez moi, ce qui est absolument génial. J'adore Picard, mais non, j'ai pas de micro-ondes. Quand Michel Barrière appelle Maud Tabachnik ma poulette, faut se méfier. Moi je dirais parce que généralement les poulettes, enfin bon, moi je dis ça, je dis rien, elles finissent à la casserole, exactement. Donc je dis ça, je dis rien. Mais si on prend par exemple Michel Barrière, votre livre Meurtre au potager du roi. Moi j'ai été extrêmement surprise parce que le melon est au centre de tout. Enfin, le melon, voilà, tout vient du melon et il y a un certain nombre de légendes autour, par exemple, de ce fruit. Ce fruit peut tuer. Donc, il y a des légendes qui entourent comme ça les... c'est pas des légendes. Il y a eu des traités médicaux écrits donc par des médecins authentifiés qui ont écrit des livres contre le melon en disant vous allez mourir si vous mangez le melon. Si on le rejette à la tête, peut-être, non? Oui, un jet de melon. Non, ils prennent tous les exemples des papes, qui sont morts justement en mangeant du melon. Donc oui, il y avait vraiment un truc terrible autour du melon. Les pro-melons, les anti-melons. Anti-melons. Jusqu'aux confiseurs de Carpentras qui en ont fait des fruits confits de toutes les couleurs. Ouais. Mais explique-nous comment on peut mourir du melon. Oui. Ça, le melon, je sais qu'on appelle ça aussi la tête, c'est le melon. Oui, c'est ça, voilà. Tu vois le truc où tu prends vraiment... prendre le melon. Non, mais parce que ça si on reprend la classification ancienne des aliments qui se retrouve dans la médecine ayurvédique ou chinoise, tu sais, c'est les 4 éléments. Froid, chaud, humide, sec. Et le melon, oui, il est froid et humide. Voilà, il a ces caractéristiques-là. Et donc, il peut être très dangereux pour les gens qui n'ont pas la constitution adaptée à ça. Et surtout, alors, justement, ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a des choses qui restent par rapport au melon. C'est-à-dire que on disait, il faut, pour réchauffer le melon, boire du vin rouge. Donc, très souvent, on vous dit encore, oui, le melon doit être accompagné de Porto, par exemple. Donc, ça, c'est un vieux truc, là. Et aussi... qu'il soit mangé en début de repas, parce que comme on considérait que l'estomac c'était une grande marmite qui bouillonnait, et donc pour les aliments froids et humides, il valait mieux les manger au début parce qu'ils resteraient plus longtemps dans l'estomac et donc ils seraient plus digérés. Et on retrouve ça encore, il y a encore plein de gens qui mangent le melon en début de repas. Oui, hors d'œuvre, oui, bien voilà. sûr. Et ça vient de là. Ah, ça vient de là. Dans votre livre aussi, il y a de drôles de batailles de jardiniers, c'est-à-dire que ça se tire la bourre, quoi. On veut voler les secrets de l'autre, donc c'est quelque chose qui est très bien gardé. Oui, mais parce que cette époque, le règne de Louis XIV correspond à quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la nouvelle mode des légumes, c'est-à-dire qu'avant ils avaient très mauvaise presse, on pouvait mourir, non pas uniquement avec le melon, mais avec tout ce qui était sous la terre. Pour les gens de qualité, ça pouvait être très, 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 très dangereux.
hein. Donc tout ce qui est légumes racines n'était vraiment pas... et même Moi, d'ailleurs... ça pourrait me faire mourir. Je préfère tellement mieux les pâtes, le riz. C'est ça, et puis Et ouais, puis pommes de terre, je vois le genre. Agatha Christie oui. en empoisonne aussi beaucoup avec des produits du potager, avec Ah des bon décoctions de feuilles, la taxine qui est extraite de l'if, des baies d'if, avec le ricin. Donc c'est vrai que le potager, Alors- c'est aussi un lieu du crime assez important. Parce qu'elle n'y arrive pas avec les tagliatelles. C'est rare, si tu veux, la tagliatelle mortelle. Ouais. Tagliatelle mortelle. Oui, il faut déjà avoir... déjà mangé ouais, beaucoup. Mais c'est un roman italien, là, on est parti dans autre chose, hein, Maud. Oui, non, mais là, justement, j'ai lu ce matin, ça m'y fait penser, un article dans Le Parisien sur justement la mafia et la sauce tomate. Il paraît que, la mafia italienne s'est emparée de tout le secteur de production de sauce tomate. De la mozzarella aussi. Aussi, voilà, exactement. Donc, attention, méfiance. Enfin bon, toujours est-il que là, ce début du 17e, enfin, à partir de 1650, ça y est, les légumes sont à la mode, les fruits sont à la mode. Louis XIV, justement, crée le potager du roi. Il vient voir ses melons, comment ils poussent. Il adore les artichauts, il adore les fraises, il adore les figues. Donc, il faut lui apporter comme ça dans des petits paniers. Donc, ça y est, la mode du légume est lancée. Donc, c'est un moment très particulier. Et puis, c'est vrai que les botanistes et les légumiers, enfin, je sais pas comment on dit, les maraîchers, voilà. Notamment à Paris, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Paris, c'était une zone complètement verte. Hein, tout côté Bastille, tout ça, c'était rue du Chemin Vert, tout ça, c'était des potagers. Hein, et puis aussi arrive justement la grande mode des légumes primeurs, parce qu'on découvre le petit pois. Eh ouais, parce qu'avant on mangeait du pois, mais à maturité, enfin quand il était sec, quoi. Et là, toutes les duchesses, les comtesses, les machins commencent à bouffer du petit pois cru comme ça. Là, c'est extraordinaire. Et donc les maraîchers vont commencer à produire du légume primeur. Et tout ça, vous l'avez trouvé dans les livres avec vos recherches. Ah bah avec, oui, parce oui, que ah c'est bah des ça- recherches incroyables que Ah vous ben bien faites. sûr, mais on vous a jamais dit qu'on bossait pas. Hein. Écrire, ça prend beaucoup de temps. D'accord. Donc, vous, en tant qu'historienne, vous Ah ben moi, vous c'est les essayez textes. Moi, je repars sur les sources primaires, hein, que ce soit les livres de cuisine de l'époque, que ce soit les récits. Vous avez un auteur qui s'appelle La Quintini, qui a été le créateur du potager du roi, qui a fait un pavé de 1500 Ils pages. écrivaient beaucoup d'ailleurs, eux-mêmes écrivaient beaucoup. Et hein. bien sûr. Donc tout ça, bah oui, moi, mon boulot, bah, c'est de les lire, de les comprendre et de les redonner d'une manière un peu... Alors, on va donner Cuisiner. évidemment, on va donner un peu de recettes. On va parler également de nature morte au Vatican et surtout du dernier, puisqu'il y en a un tout dernier qui vient de sortir. Mais on va avancer un peu dans le temps. Donc, on va laisser Louis XIV. On va changer de pays aussi. On va arriver en Angleterre avec Madame Agatha Christie. Alors, Agatha Christie, la reine du polar. On imagine cette vieille dame autour de tasses de thé. Donc on la voit pas dans de telles gourmandises. Et dans votre livre Crème et châtiment, recettes délicieuses et criminelles, on découvre une Agatha Christie alors que vraiment que je ne pouvais même pas soupçonner, tant elle est gourmande, tant elle est imaginative et tant elle donne envie finalement de mettre son tablier et de se laisser porter par elle, avec certains dangers. Alors c'est vrai qu'elle s'est amusée à empoisonner pas mal de monde avec des muffins, avec des buns, avec un gâteau qui s'appelle dans le roman La mort exquise, qui est un gâteau au chocolat. Et c'est vrai aussi qu'elle détestait le thé. Elle n'en buvait pas, elle buvait du café. Et elle adorait des choses un peu insolites comme la crème du Devon mélangée avec du lait, qui était une sorte de crème bien épaisse, bien jaune et tout à fait délicieuse qu'on met sur des scones avec de la confiture de framboise. Et donc elle a grandi dans une maison qui était une maison où régnait une cuisinière. Donc en fait, on pouvait manger toute la journée quand elle était petite fille, et ce dont elle ne se privait pas. Et lorsqu'elle elle ne savait elle-même pas cuisiner, parce que ça ne faisait pas partie de l'éducation des jeunes filles de bonne famille à l'époque, mais elle a toujours été extrêmement soucieuse de la gastronomie, et notamment lorsqu'elle a voyagé avec son deuxième mari, Max Mallowan, au Moyen-Orient. Elle avait un cuisinier qui était le cuisinier donc tout à fait local, et elle raconte avec beaucoup d'humour à l'anglaise toutes les démêlés qu'elle avait pour
expliqué aux cuisiniers que non, on ne noyait pas les légumes dans la graisse. Enfin, c'était vraiment deux civilisations qui s'affrontaient au niveau de la gastronomie. Donc, elle s'est servie de la gastronomie pour tuer. Il y a un gâteau de noces dans un des romans. Donc, la mort exquise, c'est dans Un meurtre sera commis le. Les muffins, beaucoup d'instruments de cuisine, des couteaux, des fours, même une broche. Voilà, donc c'est presque aussi terrible que dans les romans de Maud Tabachnik, où on découpe au grand couteau de cuisine. Donc, oui, elle s'est vraiment servie de la gourmandise comme à la fois d'un mobile, d'une arme du crime, d'un lieu du crime, la cuisine. Elle a utilisé le sujet sous toutes les coutures. Alors là encore, comment est-ce que vous avez réussi Alors, j'ai bien compris que l'écrivain travaillait, j'ai bien compris qu'il était long d'écrire, ça nous a été dit, donc tout ça est tout à fait assimilé, mais comment est-ce que vous avez résumé toutes ces cuisines? Vous êtes allé chercher dans plein de romans d'Agatha Christie. Comment est-ce qu'on travaille finalement? Quelle est l'essence de ce travail? Alors, on commence par tout relire, sans exception, et on repère, un peu comme un étudiant qui fait sa thèse, on repère tous les passages qui peuvent parler de gastronomie ou évoquer. Donc, bien sûr, il n'y a aucune recette chez Agatha Christie, mais en revanche, nous avons le nom des plats. Alors, se pose là, en plus, la partie problématique qui est la partie de traduction, parce que certains morceaux de viande en anglais ne désignent pas les mêmes morceaux de viande en français. Donc, il y a aussi une lecture double sur le texte original et sur la traduction. Et puis ensuite, il y a des recettes qui existent, les muffins, il existe des recettes de muffins, mais moi, je teste toutes les recettes, et notamment ce que disait Michel Barrière, bien sûr, c'est que certaines recettes qui étaient faites en 1910 d'une certaine manière ne sont plus faites du tout de la même manière aujourd'hui. Par exemple, le gâteau au chocolat, lorsqu'on regarde les recettes de gâteau au chocolat qui existent au début, avant la Première Guerre mondiale ou après, puisqu'en fait la teneur en cacao du chocolat a vraiment énormément évolué d'une année sur l'autre, eh bien on s'aperçoit qu'on mettait 500 grammes de beurre, 100 grammes de chocolat. C'est totalement immangeable aujourd'hui. Donc il y a tout à recommencer et à élaborer une recette contemporaine. Michel, je vous interpelle parce que dans ce livre, à un moment donné, on se trouve en Angleterre. Et il y a une sorte de querelle entre cuisiniers français et cuisinières britanniques. Et on se rend compte que là aussi, mode alimentaire totalement différent. Très et différente. Véritable dispute sur la façon de faire et de présenter les choses. Bien sûr. Et c'est vrai que la différence, elle était énorme parce que bon, en France, vous aviez la cour, le roi, enfin le pouvoir centralisé, alors qu'en Angleterre, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la gentry, enfin oui, étaient dans leur domaine et faisaient, et c'était beaucoup plus simple. Alors qu'en France, et ce qui a créé justement cette très haute gastronomie, les cuisiniers des différents justement princes, marquis et autres étaient en concurrence et donc essayaient à chaque fois de faire encore plus extraordinaire, encore plus fou, encore plus et ce qui a donné lieu justement à cet élan de la gastronomie française qui effectivement en Angleterre c'était beaucoup plus simple, c'était beaucoup plus familial, c'était beaucoup plus féminin aussi. Parce que justement aussi un truc super important, c'est qu'en Angleterre on a eu très très tôt des livres de cuisine écrits par des femmes. Alors qu'en France, alors là, eh ben non. Enfin, il faut attendre les 50 dernières années, là ou presque, hein, pour avoir des écrivains, enfin de cuisine. Oui, ben voilà, exactement. Ginette Mathieu, ça remonte à la guerre de sécession. Hein. Mais non, enfin voilà. Donc voilà. Donc ça, effectivement. Et puis, bien sûr, il y a toujours des engueulades entre français et anglais, normal. Bon, enfin, tout finit par toujours s'arranger. Mais bien sûr, autour d'une assiette. Et l'amour fait tellement de miracles. Oui. Voilà. Maud. Oui. Alors vous nous entraînez... Et qu'est-ce que j'ai à voir, moi, dans cette réunion de gourmands? Ben vous nous avez parlé de gourmandise, vous l'avez dit à l'instant. Oui, mais je n'ai qu'une seule recette, moi. Oui, mais alors, honnêtement, ça suffit. Hein. Bon. Voilà, si je devais vous décourager de quelque chose, c'est bon. Là, restons-en là. Maud Tabachnik, L'impossible définition du mal, c'est votre dernier ouvrage. C'est un ouvrage à la fois policier, puisque vous êtes un auteur de romans policiers, c'est comme ça en tout cas qu'on aime à vous présenter. Donc c'est à la fois un roman policier, c'est à la fois un roman sociologique, puisque on va découvrir un certain nombre de choses en vous lisant sur la vie en Russie, sur sur la difficulté d'être, sur la mafia, donc on va justement de parler à un ami russe qui m'en a dit encore bien plus
sur la Russie. Alors on va bien sûr y revenir. C'est un roman psychologique parce que on rentre dans la tête d'un personnage qui est un personnage absolument abominable, puisque on est finalement dans la tête de celui qui va commettre l'indicible. Et qui a existé, hein. Et qui a existé. Et c'est un double roman, c'est-à-dire que vous nous en faites 2 pour 1. Il y a à la fois cette sorte de fresque, notamment de la Russie, de la mafia, qui est presque une fresque de journaliste. Et en même temps, on est dans la tête d'un homme, et on est dans la tête d'un homme qui va commettre, j'ai presque envie de dire l'irréparable. Est-ce que c'est l'irréparable? J'en sais rien. L'indicible, en tout cas. L'indicible. Ouais, l'indicible. Un type qui a une double vie comme ça, Ouais. et qui va commettre l'indicible. Alors, on va commencer par l'aspect sociologique de ce roman. Vous nous entraînez tout de suite dans un monde de mafia où un brave type, finalement, est en train de conduire des jeunes femmes qui vont devenir très vraisemblablement des prostituées. Oui. Et donc, on rentre dans ce monde de la mafia, de la petitesse, de l'argent qui se gagne difficilement, du mensonge. C'est tout ça, hein, que vous décrivez tout de suite. Ben, je décris un monde un peu en décomposition. Je veux dire. L'Europe de l'Est, c'est un monde qui se décompose, qui retrouve ses vieux démons, qui revit ses vieux démons, et qui essaye de s'insérer dans notre société avec beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de difficultés parce qu'il y a la guerre, il y a la pauvreté, comme la pauvreté elle existe partout, il y a la violence qui existe aussi partout, mais qui est là-bas presque constitutive de ces pays qui ont vécu sans arrêt dans la violence. Et pour eux, tuer, pas tuer, c'est presque pareil. Pour certains, pas pour tous. Le chef de la mafia, par exemple, considère ces filles qu'on emmène comme de véritables objets, quoi. Enfin, je veux dire, on la prend, on la jette, on en prend une autre. Tous ces gens-là, tous ces types-là, qu'ils soient mexicains, norvégiens, russes ou n'importe quoi, pour eux, les filles qui les font vivre, ce n'est rien du tout. D'abord, c'est interchangeable. Donc, une meurt, elle est remplacée immédiatement par 2 autres. Ça n'a pas d'importance. La notion de personnage, d'être humain, est complètement oblitérée. Alors, je vais donner le début de l'intrigue pour aguicher le chaland, si je puis dire. Donc, on est dans un camion avec un brave type, finalement, un type qui gagne sa vie, qui transporte des filles. Passer les douanes, c'est comme un peu des checkpoints, c'est très très long, donc il est obligé de s'arrêter en cours de route. Il se trouve une espèce d'auberge où, honnêtement, si vous la croisez, c'est pas la peine de vous arrêter, passez votre chemin. C'est pas demeuré château. Hein, c'est pas demeuré château. Les filles sont couchées comme ça dans une espèce de grange, il fait un froid de canard, c'est à crever. Mais on leur donne à manger. On leur donne à manger. C'est vrai qu'on leur donne à manger. Et souvent, dans les romans de Maud Tabachnik, on mange à des moments assez stratégiques de l'action. On mange lorsque le détective s'apprête à partir sur une piste, on mange après la résolution d'un crime. Ce sont des passages dans les romans de Maud Tabachnik qui sont extrêmement importants dans l'articulation de l'intrigue. Parce que ma grand-mère a dû dire, tu sais qu'avant de faire quelque chose, il faut que tu aies de l'énergie. Et de l'énergie, il faut que tu Ne manges. pars pas le ventre vide. Bon, donc ces malheureuses sont nourries, et puis elles vont se coucher. Jusque-là, bon, c'est pas folichon, mais bon, on peut dire ça va. On est dans une espèce de norme. Sauf que le lendemain matin, quand on se réveille, il en manque une. Et là, c'est le début des emmerdements, si je puis dire. D'abord pour le pauvre conducteur, parce qu'il ne va pas comprendre ce qu'il y arrive, d'autant que la police rapplique instantanément en disant qu'on a retrouvé un cadavre. Et il se trouve que le cadavre, dans un état pas terrible, pas top, hein, le cadavre. Pas top, le cadavre. Donc on retrouve le cadavre et l'enquête commence. Alors, vous savez, là, je viens d'un salon où j'avais aussi une conférence à faire, et la personne qui me présentait, elle m'explique qu'elle dormait dans un hôtel où, un peu en bout de couloir. Mais la veille, elle n'avait pas fait attention. Et puis quand elle a lu mon livre dans la nuit, elle a dû passer une sale nuit. Elle a bloqué sa porte avec une petite table. Alors qu'il ne fait pas peur. Alors que c'est un de ceux qui est peut-être le moins... Alors, on va continuer comme ça dans l'intrigue. Donc, je vous ai dit, hein, c'est un double roman. C'est un roman dans 2. Donc là, on a le début de l'intrigue du roman socio. Et puis, on est dans la tête d'un monsieur. Alors, ce type a fait la guerre. Donc, vous parliez tout à l'heure, Maud, de la violence. La violence, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce roman parce qu'il est intrinsèquement lié à tous les personnages, finalement.
C'est-à-dire que cet homme, cet assassin particulier qui a existé, qui a tué 56 personnes, qui en a mangé une partie, il a fait la guerre de Tchétchénie, et c'est peut-être là qu'il a commencé. Tout au moins, c'est un postulat que j'ai élaboré. Je ne suis pas sûre. C'est peut-être la partie la moins vraie. Parce que je ne sais pas si c'est en faisant cette guerre de Tchétchénie dans des conditions effrayantissimes qu'il a goûté à la chair humaine, et parti que quand c'est très bon. Il faut savoir l'accommoder, mais c'est très bon, c'est comme tout. Et après c'est devenu comme une addiction. Parce que c'est vrai que le cannibalisme, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de si rare. Hein. Bien sûr, c'est pas... Moi, je déteste quand vous me regardez en disant ça. Hein. Je déteste. Hein. Regardez de l'autre côté. Mais des yeux. Oui, mais je déteste. Hein. C'est pas la peine, quoi. Hein. Il faut aller de l'autre côté parce que Écoutez, quand on a faim... Hein, Là-bas. Ce qui est extraordinaire dans ce personnage, c'est qu'avant de goûter à la chair humaine, donc il faut se remettre dans ce contexte, hein, c'est la Tchétchénie, c'est l'horreur, un contexte horrible. Horrible. Avant de goûter à la chair humaine, il sait qu'il va sombrer dans quelque chose. C'est-à-dire qu'il a cette prescience en se disant, en goûtant, je vais basculer. Donc il le sait. Et il goûte et il bascule. Mais il faut dire que c'est un être particulier. Vous savez, on cherche, mes confrères et moi, et mes consoeurs, à savoir ce qui détermine ce genre de criminel. Parce que tuer, c'est pas le plus difficile. Enfin, c'est pas le plus difficile. Ça dépend de quelles conditions. Mais on est tous capables de tuer pour se défendre, pour défendre les siens, pour défendre son pays. On est une espèce éminemment violente. Mais ça, ces gens-là qui tuent plusieurs fois et qui prennent plaisir, on n'arrive pas à savoir pourquoi. Alors j'avais une discussion avec un de mes confrères, toujours à la dernière conférence avant-hier. Lui pensait qu'on ne naissait pas assassin, qu'on n'était pas... Bon, moi je pense qu'au départ, il y a... c'est pas génétique, je ne sais rien d'ailleurs, il y a quelque chose qui détermine... Parce qu'il y a des enfants qui sont cruels. On pense d'ailleurs les reconnaître plus tard comme psychopathes, qui tuent des animaux, qui les mutilent, qui mettent le feu, qui battent leur... On les reconnaît. Il y a des enfants effrayantissimes. Pas la peine de me regarder comme ça. C'est pas tous des anges blonds. Bon. Et on pense que ces gosses-là peuvent arriver plus tard à devenir des assassins. Mais entre l'assassin et celui qui prend plaisir à tuer, à annihiler, à violer, à mutiler, quel est le passage, par où ça passe? Je crois que personne ne peut le dire. Et celui-ci, qui est un homme complètement inséré dans la société, un notable. En plus, en Union soviétique, il faut savoir qu'on y est le fait qu'il puisse y avoir des criminels. Pas dans un État soviétique, dans un État socialiste. Eux c'est autre chose, ils pouvaient tuer, c'était pas grave, mais il n'y avait pas de criminels dans les États socialistes. Donc ce type, pendant une douzaine d'années, il a échappé à tout. Et c'est pendant cette douzaine d'années qu'il a tué plus de 50 personnes. Mais, vous savez, même dans nos pays, quelqu'un qui est inséré, qui a un métier normal, qui a une double vie, je ne fais pas de comparaison, mais le livre de Carrère sur cet homme qui avait une double vie, qui ne travaillait pas, l'adversaire, il avait une double vie, personne ne le soupçonnait. Bon, alors là, celui-là, il va un peu loin. Alors, vous disiez tout à l'heure, avec le sourire, j'espère en tout cas, qu'est-ce que je fais dans cette table ronde? Parce que c'est vrai que Michel et Anne donnent des recettes qui sont tout à fait délicieuses. Enfin, on peut imaginer, en tout cas, elles font saliver à les lire, on peut imaginer. Et vous disiez, c'est la gourmandise. Mais c'est vrai que cet homme... il est gourmand. Il est gourmand. Et c'est ça qui est effrayant. Voilà. Dans Maud Tabachnik, ce qui est effrayant, c'est que c'est pas du gore, quoi. C'est pas du sang, ça gicle pas. C'est pas le truc. C'est pas massacre à la tronçonneuse du tout. Tout est propre. Tout est propre. C'est tellement propre. C'est tellement lisse. C'est tellement que ça vous met. Une fois que vous avez terminé le livre, vous vous dites,
Enfin, moi, j'aurais été la dame dans la chambre d'hôtel, mais je mettais 12 chaises derrière la porte. C'est-à-dire que ça vous colle à la peau, parce que le type vous ressemble. Oui, le type, ça pourrait être votre... Voilà. surtout. Le type, ça peut être votre voisin de palier, ça peut être un cousin éloigné, et c'est ça qui est absolument fascinant, c'est-à-dire que c'est un type comme tout le monde, sauf qu'il n'est pas comme tout le monde, quoi. Je crois que c'est pour ça que c'est l'impossible définition du mal. Parce que c'est impossible de définir le mal, en fin de compte. Aussi bien de définir le bien, on ne peut pas définir le mal. Parce que c'est très individuel aussi, ça. Michel, Oui. un mot. Michel Barrière, historienne de la gastronomie. Nous avons évoqué le meurtre au potager du roi. Je vous le conseille, celui-là, parce que je l'ai adoré. Hein. Moi, voilà, celui-là, ça a été un de mes préférés. Vous avez travaillé au potager du roi? Ah mais absolument, pour me remettre dans la peau justement, enfin avec quelques siècles de différence, mais je suis allée travailler 1 semaine par mois, pendant 3 mois, au potager du roi, comme jardinière de base. Et aussi parce que justement c'est un des métiers qui a le moins changé, c'est-à-dire que vous êtes toujours, qu'il pleuve, qu'il fasse une chaleur à crever, vous êtes les genoux dans la terre, en train de soit de planter, soit de récolter. Donc vraiment, on peut tout à fait se remettre dans le truc. Et d'autant que le potager du roi, c'est un lieu éminemment qui amène... Et ça se passait où, Michel? À au Versailles? Oui. Mais au potager qui est à côté de l'étang des Suisses et en plus qui a pratiquement pas changé. Le seul truc, c'est que le bassin central, maintenant, il y a un système d'arrosage automatique, mais c'est tout. Tu vois, non, parce que évidemment, on n'y allait pas là avec les arrosoirs, mais tout le reste. Et si moi j'arrivais le matin, mais tu pouvais te dire, ben oui, Louis XIV, ça y est, il va passer la porte, là, il va venir là, enfin, il va venir voir justement comment vont ses figues, comment vont ses artichauts. Donc ouais, j'ai bossé. Et puis C'est vrai qu'il aimait les asperges? Bien sûr, ouais. Oui, ben tout ça, voilà, surtout ces légumes là qui avant n'étaient pas à la mode, là, ben il adore, voilà. Et donc, ben moi j'ai fait ça et je peux vous dire que ouais, c'est un sacré boulot tout de même d'être jardinier, d'être. Alors, ouais. à un moment donné, il y a une scène qui se passe sur un bateau. Puisqu'ils sont plus ou moins enlevés, on rentre pas dans les détails, ils sont plus ou moins enlevés, et il y a 2 éminents qui vont se retrouver à faire la bouffetance pour le capitaine, et donc on est à bord. Il n'y a pas de mort à bord. Non, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, Bah mais non. le prochain livre qui vient de sortir, il est tout neuf, hein, il est Ah tout bah oui, neuf il est dans en vos librairie librairies, aujourd'hui, oui. s'appelle Mort à bord. Ouais. Ah, bon. Et nous sommes en 1936, Ouais. donc c'est le Front populaire, c'est Oui. les congés payés, Oui. et on est à bord d'un bateau qui s'appelle le Normandie. Alors, Oui. c'est assez connu comme Ah ben c'est le plus beau paquebot du monde, c'est absolument extraordinaire, c'était le luxe total et bien entendu les Français, enfin les French Lines pour récupérer les riches clients américains, anglais, etc. avaient tout basé sur la bouffe. Donc la traversée durait 4 jours et demi. Pendant 4 jours et demi, c'était open bar et on mangeait sans arrêt. Donc pour pratiquement, il y avait un cuisinier par passager. Enfin, j'exagère, mais la brigade sur ce bateau et la modernité justement des installations et on a tous les menus, on a tout ça, c'était totalement hallucinant. Puis c'est vrai que quand on mange et quand on boit, on a moins la pétoche parce que malgré tout, voilà. Donc c'était et en plus un paquebot décoré justement avec tous les trucs les plus extraordinaires. Donc je me suis promenée dans on a tous les éléments. Donc bon, moi je me suis promenée avec beaucoup de plaisir. Bon, le serial killer aussi. Hein, et c'est un oui, serial killer en Oui. plus. Ah, oui. Bah, pour une fois j'en ai un. Parce qu'en principe moi je tue peu. Mais il agissait pendant les repas? Non. Enfin, vous tuez salement quand même, hein, quand vous tuez. Ça dépend. Ça dépend. Enfin, Ça dans dépend. celui-là, en tout cas, vous avez tué salement. Hein. Elle tue en sauce. Ouais, elle tue, pas terrible. Bah, quoi, hein. Là, c'est pas dans celui-là, mais j'ai un meurtre au caramel. Là. Le meurtre au caramel, je trouve que ça, c'est assez Meurtre au horrible. caramel. Meurtre au caramel. Tu vois, Là, vous rentrez dans les cuisines Ouais. des femmes sucre, des c'est polars. mauvais. Hein. Là, vous êtes c'est en plein horrible. dans la cuisine. Alors, tu hein. meurs pas tout de suite. Et le sucre, c'est mauvais pour la santé, on le sait. Bah attends, au pire, overdose, hein, tu vois. Ouais. Mais quand tu te reçois une bassine de caramel, Ah donc ouais. voilà. Chaud. Oui, bah oui, ce caramel en train Ah de oui, se c'est faire, chaud, tu vois, le Bouillant, truc, donc. t'es caramélisé, quoi. Ah, c'est sympa. joli, Bon, oui. je Oui. reprends le fil du Ouais, si pardon, ça vous ennuie pas, non, oui. parce que Non, là, mais vous parce avez que l'air je d'être veux bien, dire donc non, mais voilà, c'est, je vous laisse. Des petits trucs professionnels. D'accord. quoi, voilà, Donc quoi. c'est le dernier mort à bord avec un carial tueur à l'intérieur, un serial tueur à l'intérieur. On est en 1936, c'est les congés payés, Le Havre, New York. On va pas s'ennuyer, quoi. Non, ça va aller. Ça vient de sortir, c'est un livre de poche Voilà. inédit. Oui. D'accord. On va le prendre.
On va le prendre. Celui-là, on va le prendre et on va prendre les autres. D'ailleurs, parce que quand vous en lisez un, alors moi j'ai commencé par le Nature morte au Vatican parce que je me suis dit dans les églises, ça doit manger, ça doit. Ah ouais, puis surtout au XVIe siècle, surtout même à Rome, on se poilait bien. Hein. Voilà. Donc après Nature morte au Vatican, moi je suis passée Meurtre au potager. J'ai adoré Meurtre au potager. Donc évidemment, je vais partir à bord avec vous, avec votre tueur. Anne, vous nous donnez une recette d'Agatha Christie, enfin pas vraiment d'elle, mais d'elle aussi. Alors, il y en a évidemment là 80 dans le livre. Donc, en choisir une, celle que j'aime beaucoup, c'est celle que j'ai inventée de toute pièce parce que nulle part, évidemment, il n'y avait une recette correspondante à celle qui est décrite dans le livre et qui permet de tuer. Parce que c'est un peu ça l'idée aussi qui nous lie, outre le fait qu'on aime bien rire et tuer. Maud Tabachnik, Michel et moi, c'est l'idée que la gastronomie, elle sert de moteur aux écrivains de polar, souvent parce que justement, c'est quelque chose qui est un point commun à tout le monde, y compris aux monstres, y compris aux serial killers, y compris à tous ces gens qui sont insérés et qui se nourrissent d'une manière ou d'une autre. Et donc Agatha Christie, elle a su faire très très bien ça, c'est-à-dire que faire passer du poison dans des gâteaux, dans des bonnes choses, faire croire qu'on est parfaitement inséré, qu'on est normal et être un meurtrier, ça passe par la cuisine parce que la cuisine c'est fédérateur et donc personne ne va rien soupçonner. C'est très élégant de toute façon. C'est cruel quand même. Là, justement, mais de quoi vous parlez, vous? Oui, de quoi vous parlez? Vous nous faites des cannibales et vous me dites c'est cruel, avec quelques petites gouttes d'arsenic dans un petit muffin. Non, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Oui, mais on est bien, on est entre amis, on est content. Voilà. Et puis boum, on se fait tuer. C'est vrai, Maud, que vous n'avez pas tellement tué avec le poison. Vous êtes plutôt du genre un peu plus musclé dans l'idée. Voilà, je ne sais plus quel homme politique a dit tout récemment la confiance, c'est l'histoire de l'autre. C'est pas joli, hein, mais il l'a dit en tout cas. Hein. Donc une petite recette. Le gâteau au chocolat qui s'appelle la mort exquise et qui est une sorte de fondant, cointreau, raisin, etc. qui se faisait pas mal en Angleterre à l'époque. Et on est dans les années juste après la guerre et donc avec des ingrédients extrêmement simples comme beaucoup de recettes de la cuisine anglaise. Et donc, ce gâteau s'appelle en anglais The Delicious Death, la mort délicieuse. Est-ce que vous avez fouillé dans les livres d'autres grands auteurs comme Agatha Christie? Et est-ce que vous avez, là encore, repêché des petites merveilles à grignoter? Alors oui, tout à fait. J'ai d'ailleurs cuisiné Maud Tabachnik, une recette dans Ne vous retournez pas. Une recette qui se passe oui, je vous ai cuisiné. Oui, je vous ai mis en sauce. C'est une recette qui se passe à Minneapolis, je crois, dans une scène où Stan Levin prépare un repas pour sa dulcinée. Donc c'était une très bonne recette. Je crois que c'est de la viande rouge, encore là. Il me semble, il y a quand même quelque chose à creuser. Et puis j'ai cuisiné aussi avec Michel, mais donc on a cuisiné ensemble pour de vrai cette fois la fameuse salade de poulet aux herbes vertes, qui est une recette donc on a de François Massialo ou 1702. Voilà. Alors, ce que je n'ai pas dit sur les livres de Michel Barrière, c'est qu'à la fin des livres, il y a des recettes. C'est-à-dire que c'est en même temps, c'est joindre l'utile à l'agréable, si je puis dire, puisque ou c'est plutôt l'agréable à l'utile, ou l'agréable à l'agréable. Je vais pas laisser mes pauvres lecteurs qui ont lu comme ça, qui ont bavé, c'est pour certains pendant. Il faut bien tout de même que je leur donne le moyen de. Vous croyez qu'ils vont pouvoir faire ces recettes qui doivent durer une journée et demie? Mais non, parfois c'est super simple. Attends, le poulet là, il se fait en une demi, mais même pas en un quart d'heure. Non, faut pas croire. Le canard à la sauce douce ou à la sauce douce et à l'arabesque, c'est beau. Et ça, oui, mais ça, le canard à la sauce douce, c'est un plat qui rend heureux. Enfin, qui devrait être remboursé par la Sécu, je sais pas, mais parce que c'est comme dans le festin de Babette, c'est un truc qui rend joyeux, qui rend exactement, mais oui, c'est une vraie merveille. Bon, écoutez les filles, ça a été un plaisir de vous avoir toutes les trois. Maintenant, on va manger. Là, il y a que ça parce que d'abord, moi, je meurs de faim. C'est pas possible de. Quelle gourmande, c'est pas possible. Pourquoi c'est quoi ce rire là? Non. D'accord. Merci infiniment. Donc je rappelle, Michel Barrière, Meurtre au potager du roi, Nature morte au Vatican. Il y en a 14 autres, je vous en donne 2 à chaque fois, mais il y en a 14 autres. Achetez peut-être le dernier, il vient de sortir. Mort à bord, Normandie. Mort à bord, c'est au livre de poche inédit. Assez rare, livre de poche inédit. Donc, effectivement. Ah ouais, l'éditeur parie dessus. L'impossible définition du mal, c'est Maud Tabachnik, c'est à lire, comme tous les mots de Tabachnik, mais celui-là est à lire aussi. Et puis si vous êtes à l'hôtel à ce moment-là et si la chambre est un peu éloignée, vous y allez avec votre batte de baseball. Il
n'y a pas de problème. Crème et châtiment, c'est un délice. C'est un délice que vous voulez avoir dans votre cuisine parce que d'abord, c'est un très beau livre. Moi, j'aime les beaux livres et c'est du bel ouvrage. Il y a des certaines recettes qui sont un peu compliquées, faut être honnête. Il y a certaines recettes, moi je m'y lancerai pas. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus faciles. Mais si vous aimez le monde d'Agatha Christie, si vous aimez voilà ce monde d'anglaise, de tasses avec des vieilles roses dessus, enfin si vous aimez tout ce monde-là, alors en prenant ce livre, vous allez être la femme ou l'homme le plus heureux de la planète. Mesdames, merci, à très vite merci sur RCJ. Merci.